Je vous demande d'accueillir Jacques Nard, député UMP, qui a fait un excellent discours. Depuis quelques jours la semaine dernière au sujet du TSCG. Donc voilà, je vous remercie d'être venu. Eh bien, effectivement, je suis un Gaulois irréductible, et cela depuis toujours. Je n'ai pas créé de parti, je représente déjà moi-même, ce qui est déjà pas mal. En l'occurrence, je n'ai jamais changé de jugement sur la dérive de l'Union européenne, et cela depuis l'acte unique. Ce qui était d'abord une communauté des peuples, devenue une idéologie intégrationniste, captatrice de démocratie. Et je vais parler tout d'abord du traité avant d'élever le débat, puisque, que ce soit François ou Nicolas, il y a effectivement un défi majeur aujourd'hui en France en ce qui concerne l'Union européenne, le second étant les dérives communautaristes. Le premier défi que nous avons, c'est effectivement avec ce traité, d'abord un défi politique, démocratique, qui n'est rien d'autre que la mort de la démocratie sous nos yeux. Nous constatons, et c'est une étape supplémentaire, qu'avec ce traité, le pouvoir des députés du peuple, souverain en principe, est capté par la technocratie bruxelloise et plus particulièrement par la Commission, puisqu'elle peut vous ordonner, dès lors que vous avez un déficit supérieur à 0,5 voire 1% en déficit structurel, on y reviendra, à couper dans votre budget. Alors je sais, le Café du commerce excelle dans l'art en disant ces députés qui ont été incapables d'équilibrer un budget depuis 1874, c'est bien fait, on leur met une tutelle sur les reins. Oui, mais que dira le buveur de bière du Café du commerce lorsqu'on lui fera payer son demi 2 fois plus cher? Que dira le mangeur de gaufres au Café du commerce lorsque le ticket modérateur de la sécurité sociale doublera, triplera? Que diront nos militaires lorsqu'on leur dira assez de force de frappe? On coupe tout cela parce que ce sont des dépenses inutiles. C'est cela la réalité. Ce n'est pas des choses théoriques. Si vous enlevez le pouvoir souverain du Parlement à voter le budget, c'est-à-dire votre pouvoir à choisir votre député, à ce moment-là, comme je le dis souvent, les députés pourront dire, paraphrasant Montesquieu, j'étais empereur et vous m'avez fait patron de galère. Ce qui est certain, c'est que ce traité a capté totalement la démocratie au profit de la technocratie, et c'est encore plus grave que cela, car dans la loi organique, on met en place une haute autorité budgétaire qui est chargée de conseiller le gouvernement, c'est-à-dire à la limite de dicter au Parlement ce qu'il faut faire. Nouvel abandon dans la naissance, la prolifération de toutes ces agences qui seraient, je dirais, la vérité, qui, parce qu'elles sont soi-disant formées de la société civile ou des technocrates d'ici ou là, donneraient la vérité technocratique aux électeurs et à leurs représentants. Et là, il faut bien comprendre que ce traité rajoute une couche à ce qui s'est passé dans ce pays, notamment avec la pseudo-indépendance de la Banque de France, sur lequel on reviendra, et je partage en certains mots de ce qu'a dit François Asselineau sur, je dirais, la goldman-sachsisation de la finance internationale, dont la politique monétaire de la Banque centrale se fait un écho doux. Ce qui est certain, c'est que on voit bien aujourd'hui que sous nos yeux, on assiste à la mort de la démocratie. Et je voudrais citer des réminiscences lorsque j'étais à Sciences Po Lyon, je vous le dis tout net, moi je suis un provincial qui est arrivé par mégarde à Paris. Ce qui est certain, c'est qu'on nous avait fait étudier à l'époque la République de Platon. Et qu'il y avait un chapitre qui m'avait complètement échappé, c'est la dégénérescence des régimes politiques. Eh bien, on est en plein sujet. 25 siècles après, comme je dis à l'Assemblée nationale, messieurs les socialistes et messieurs un certain nombre de députés à droite, vous êtes en train de tuer la démocratie en donnant tous
les pouvoirs qui sont les vôtres à une technocratie irresponsable dans les doubles sens. Et vous savez, je crois que c'est quand même quelque chose qui est assez structurellement lamentable. D'avoir des gens pour lesquels on vote, et j'en suis l'un, pour qu'il ait le pouvoir de décider, et qui à un moment va soit nommer une commission pour enterrer le problème, disait Édouard Herriot, soit véritablement s'abriter derrière un avis d'une autorité technocratique pour dire, vous voyez bien, on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas ça l'exercice du pouvoir politique. L'exercice du pouvoir politique, c'est de prendre ses responsabilités, c'est d'être capable de dire au peuple, on redresse la barre, mais nous le faisons nous-mêmes. Et nous n'avons pas besoin des gnomes de Francfort et de Bruxelles pour le faire. Qu'il faille, bien sûr, réduire les déficits publics, c'est une nécessité, encore que les économistes pourraient vous dire que ce n'est pas la seule solution. Et je voudrais maintenant parler du deuxième problème, à savoir que ce traité est une double faute, faute politique au regard de la démocratie, mais faute économique. Pourquoi? Parce qu'on vous présente les déficits publics comme étant la cause de tous les malheurs de la zone euro. On confond tout simplement les conséquences et les causes. La cause de la descente aux enfers de la zone euro, c'est bien sûr la perte de compétitivité des économies, des maillons faibles. On sait très bien qu'une zone monétaire à monnaie unique calée sur des économies divergentes aboutit tôt ou tard à ce qu'on appelle la zone de transfert, l'union de transfert, c'est-à-dire que les riches doivent payer pour les pauvres pour que ceux-là puissent avoir la tête hors d'eau. Or, l'Allemagne a fait ses comptes. Elle sait très bien qu'elle ne pourra pas supporter d'aider l'Espagne, la Grèce, le Portugal, l'Irlande, l'Italie et demain la France. Elle a calculé, ça a été fait par notamment Artus, chez Natixis, qui a dit que c'était 12% du PIB de l'Allemagne, une bagatelle de 250 milliards d'euros transférés chaque année. C'est-à-dire que c'est une mission impossible. Dans une union où effectivement vous avez, comme je le dis parce que je suis le maire de Maisons-Laffitte, un pur sang, un trotteur, un cheval d'attrait, un ongle et quelques ânes, ça ne peut pas marcher à la même vitesse. Cette monnaie unique a été une faute dès le début, et je l'avais d'ailleurs écrit dès 1995, où je m'étais fait laver la tête par Juppé et Chirac. J'avais répondu selon la formule chiracienne que sans faire bouger l'autre. Ce qui est certain, c'est qu'il est clair que cette zone euro est une utopie, et que cette utopie, nous allons la payer effectivement par de l'austérité qui entraîne de la récession, sans pourtant sauver l'euro qui à la fin va imploser. C'est une évidence. Quand? Je ne suis pas Madame Soleil, mais ça ne durera pas la vie des rats. Vous savez, pendant tout le XXe siècle, il y a eu 59 monnaies qui ont disparu. L'une des dernières en date, c'est la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie, il y avait une monnaie unique, elle a disparu, et Klaus, dans un colloque que nous avions fait à Dauphine, je crois que le professeur Lafay qui est ici y assistait, il y avait effectivement Klaus qui me dit, pourquoi la Tchécoslovaquie est devenue la Tchéquie et la Slovaquie de l'autre? Tout simplement parce que la Slovaquie, terre agricole, la Tchéquie, terre industrielle, devait transférer chaque année 35% de son PIB à la Slovaquie, qui à un moment ras-le-bol, et qu'on s'est partagé pour avoir, en ce qui concerne la Slovaquie, une monnaie indépendante, et la Tchéquie, une autre monnaie indépendante, c'est-à-dire une monnaie adaptée. Une monnaie, ce n'est pas un credo, ce n'est pas une religion, c'est un instrument adapté, doit être adapté à la force de l'économie, et c'est bien en cela que l'euro est une utopie. Alors maintenant, indépendamment du vote du demain, parce que vous savez, le summum de ce qu'on entend actuellement à l'Assemblée, c'est de vous dire, ce traité, de toute façon, on ne l'appliquera pas. Pourquoi? Parce qu'il est inapplicable, mais ça c'est vrai, il est inapplicable. Comment allez-vous sanctionner un État qui est déjà dans la mouise par des sanctions complémentaires? Ça n'a aucun sens, parce que vous ne trouverez jamais un État pour saisir la Cour de justice en disant tape sur la tête de la Grèce encore plus, parce que round the corner, il y aura le retour de bâton, et que dans cette mélasse européenne, si tu me fais ça, le lendemain je te fais quelques rétorsions, et donc le système est totalement paralysé. Et là, je voudrais élever, je dirais, sortir du débat stricto sensu du TSG et avoir justement cette réflexion sur ce qu'est l'Union européenne. L'Union européenne
est morte et devra être renégociée, et nous allons avoir une crise d'une dizaine d'années devant nous. C'est une évidence. Simplement, vous savez, la longueur de temps est celle de la fin des régimes. Si vous étiez entré dans le bureau de Brejnev en 1980 en lui disant « Tavarich Brejnev, t'es foutu », il vous aurait envoyé immédiatement en Sibérie pour faire un stage dans le club méditerranéen du coin. Il est donc clair que ça prend du temps. Le drame, c'est que vous avez toute une classe politique française et européenne qui a posé euro égale Europe, et fort de ce credo religieux ne veut pas changer. Le monde est en train de se sauver sous leurs pieds et ils n'ont pas compris qu'ils sont déjà dans les poubelles de l'histoire. Donc il est clair que l'histoire est tragique, que l'histoire va toujours plus vite que les utopies, et donc il nous faudra refonder tout ça. Il n'y a qu'une solution, c'est la coopération entre nations souveraines. Mais il y a un élément encore plus fort, c'est qu'au lieu de concentrer à longueur de temps notre attention, notre énergie sur ce isthme étroit, il faut regarder ce qui se passe sur le flanc sud, car c'est là où ça se passe. C'est là où se joue le destin du monde. Ce n'est plus sur la ligne bleue des Vosges, ce n'est plus sur la Vistule, ce n'est plus sur l'Odonais, mais c'est ce qui se passe sur le flanc sud. C'est là où la paix du monde est en train de basculer et il faut être aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Alors au lieu de s'épuiser dans des règlements et des directives à Bruxelles, c'est sur l'Afrique, sur le Proche et le Moyen-Orient que nous devons restructurer notre diplomatie, retrouver les fonds que nous donnons à fonds perdus au niveau européen pour les remettre dans une action du multilatéral de notre diplomatie et de notre force, y compris de nos forces militaires, car aujourd'hui, malheureusement, les forces militaires sont devenues une valeur d'ajustement et nous allons le payer bien cher. Donc, il est clair que nous sommes aujourd'hui au début d'une crise majeure et que nous devons être prêts à reprendre le flambeau. Comme le disait De Gaulle, la France, c'est une histoire qui va de l'abîme au renouveau par le génie du peuple français.